mars 2021 et il est très exactement 11h02. Nous allons démarrer notre webinaire consacré au télétravail et les conditions dans lesquelles nous pouvons l'organiser. Alors, avant de commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien couper vos micros ainsi que votre caméra. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire via le chat et nous y répondrons soit directement ou soit en fin de session. On a prévu un petit temps à la fin de ce webinaire de manière à ce que vous puissiez poser toutes les questions. Alors, pour information, nous enregistrons ce webinaire bien sûr à des fins de formation interne, mais nous vous ferons parvenir le replay qui vous permettra de pouvoir le revisualiser. La durée prévue est d'environ 1 heure et donc, comme je vous l'ai dit, vous aurez la possibilité de poser des questions en fin de session. Alors, ce webinaire est une réalisation conjointe de la société Skipline, représentée par Sophie Chiron, qui n'a malheureusement pas pu être présente, et Baker Elkhuysen. Baker Elkhuysen, nous sommes des fabricants d'accessoires ergonomiques dédiés au poste de travail, et c'est moi, Benoît Lambrix, qui va avoir le plaisir de vous présenter le webinaire. Nous avons Annick Van Mille qui est à la régie et Amaury Gombert, mon collègue qui gère la moitié nord de la France, qui répondra à vos questions sur le chat. Alors, la société Skipline a été créée en 2013. Elle est spécialisée dans la distribution de produits informatiques en B2B et elle est basée à Angoulême. Skipline vous propose plus de 1 300 000 références, parmi lesquelles on va notamment retrouver des ordinateurs, des solutions de mobilité, des composants, de l'affichage, des périphériques, ce dont nous allons principalement parler aujourd'hui en fait, des solutions de stockage, de l'impression, des solutions réseau, de la téléphonie, des logiciels ainsi que des solutions de connectique. À ce jour, Skipline, c'est 1230 clients, parmi lesquels on va compter des services publics, des services de l'éducation nationale, des entreprises, ainsi que des sociétés qui sont dans le secteur médical. C'est aussi une société qui est en constante évolution, tant du point de vue de son chiffre d'affaires que du nombre de collaborateurs ou encore du nombre de clients. Ce qui fait la différence, en fait, avec Skipline par rapport aux autres, c'est la relation directe que Skipline a avec les grossistes et les fabricants, les livraisons qui sont rapides, qui se font sous 24 à 48 heures pour les produits qui sont disponibles, des devis que vous recevez dans la journée, et aussi et principalement le fait que vous ne soyez pas un numéro, car vous bénéficiez en tout temps d'un commercial qui vous est dédié. Skipline fait aussi partie du réseau Alliance du numérique, et Alliance du numérique, c'est 43 revendeurs qui sont présents partout en France pour vous conseiller et pour vous aider. Alors, si vous ne nous connaissez pas encore, moi, je représente la société Baker Elkhuysen. En fait, Baker Elkhuysen, nous sommes fabricants situés à Vught, aux Pays-Bas. Nous existons depuis maintenant un peu plus de 25 ans et nous sommes spécialisés dans le développement d'accessoires destinés à l'ergonomie du poste de travail informatique. Nous sommes présents en Europe, mais aussi aux USA, au travers d'un réseau de distributeurs en ergonomie, réseau de distributeurs aussi spécialisés dans l'informatique, comme c'est le cas aujourd'hui avec Skipline, mais aussi auprès d'aménageurs de postes de travail. Nous développons des solutions qui sont des solutions matérielles et logicielles de haut de gamme. Nos solutions aussi sont des innovations qui sont uniques et brevetées et qui s'appuient sur des études scientifiques. Les points que nous allons voir aujourd'hui, mais tout d'abord, ce sera une introduction rapide. Donc, on va faire un petit peu un point sur ce qui se passe depuis un an. On est bientôt à la date anniversaire du premier confinement en France. Et bon, ça a quand même sérieusement impacté notre manière de travailler, notre manière d'organiser notre vie professionnelle. Nous allons voir aussi comment peut-on travailler à la maison correctement, donc quelques trucs et des astuces pour être dans de bonnes conditions. Et nous allons voir aussi que bien un lieu de travail, en fait, ça s'adapte, ça se prépare, et donc pour ce faire, il y a pas mal d'outils qu'on va pouvoir mettre à votre disposition. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on aura un peu de temps à la fin de la session pour que vous puissiez poser vos questions et que moi j'essaie d'y apporter des réponses. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est une image qui est devenue un peu commune. Ce que vous avez là à l'écran, c'est devenu un peu commun depuis un an. Et c'est devenu notre quotidien à tous. Alors, bien que nous ne soyons plus confinés, nous disposons à peine d'une vue complète de l'impact
l'impact que le premier confinement a eu sur la santé des télétravailleurs. Il y a pas mal d'enquêtes qui ont été réalisées depuis la fin du confinement, avril-mai 2020, sur le ressenti psychologique des télétravailleurs. Il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celle qui a été réalisée par le cabinet Empreinte Humaine et qui montre que 44% des salariés se trouvaient en situation de détresse psychologique, 25% même en risque de dépression nécessitant un traitement médical. L'enquête montre aussi que les femmes sont plus impactées que les hommes, puisqu'elles sont 22% à être en détresse élevée contre seulement, façon de parler, 14% d'hommes. En fait, la cause, elle est toute simple. Les femmes qui ont l'habitude de gérer leur univers professionnel, mais aussi personnel, quand elles se sont retrouvées en situation de travail, ont fait plus de concessions et de sacrifices que les hommes. Et donc, cela a forcément eu un impact sur leur niveau de stress. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats, par contre, en ce qui concerne l'augmentation des troubles musculo-squelettiques qu'on a pu mesurer pendant le premier confinement. Au cours des 7 semaines qu'a duré le premier confinement, on a assisté dans tous les médias à une véritable déferlante d'images de personnes travaillant chez elles. Ce visuel, vous l'avez vu à tous les niveaux. Toutes ces personnes ont adopté des postures on ne peut plus délétères et contraignantes pour le corps. Et cela continue encore. Alors, je ne sais pas si ces images vous parlent, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais finalement, il n'y a rien d'étonnant à ça. Pendant ce confinement, personne ou presque n'a été capable de vous expliquer complètement et correctement comment il fallait faire pour être installé en télétravail. D'après une étude de Malakoff Humanis, vous seriez à peine 15% à avoir reçu une information de la part de votre entreprise vous enseignant les bons gestes en télétravail. Même dans nos médias nationaux, on vous a présenté une vision tronquée et parcellaire de ce qu'il fallait faire. En cause, avant tout, c'est un problème culturel. En plus du manque de connaissances et de culture générale relative aux solutions existantes, et contrairement à nos voisins du Nord, on va notamment citer l'Allemagne ou les Pays-Bas par exemple, nous n'avons pas encore intégré dans notre code du travail une vision globale et complète du télétravail. La conclusion, elle est simple, selon un premier rapport de la Santé publique France qui est paru le 21 septembre 2020, le taux de survenue de lombalgie chez des travailleurs qui en étaient exempts, qui n'en avaient pas avant le confinement, était de 10,4%. C'est-à-dire qu'on a créé une augmentation de 10,4% du nombre de personnes qui étaient en souffrance, tout simplement par manque d'information. Et encore, ici, on ne parle que du problème des lombalgies. Statistiquement, ces lombalgies ne représentent que 10% des troubles musculo-squelettiques reconnus, alors que les troubles musculo-squelettiques du poignet, du coude et de l'épaule représentent 72% des troubles musculo-squelettiques indemnisés. Si on veut continuer à mettre des chiffres, il faut savoir que ça va coûter 2 milliards d'euros par an à la Sécu, sans compter les 8 millions de journées d'arrêt de travail qu'on a perdu, qu'on perd en moyenne chaque année. Ça, ce sont des chiffres de 2018, donc c'était avant le confinement. La France est d'ailleurs le seul pays d'Europe où les TMS continuent à progresser, contrairement à tous les autres pays d'Europe. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit le Code du travail en ce qui concerne l'équipement correct de bureau. Et bien, en fait, il n'y a pas grand-chose. Quand on regarde les articles qui existent, les 45, 42, 1 à 19 et la norme ISO 92, 41, ça nous fournit des dispositions réglementaires pour des actions de prévention dans le travail informatisé, telles que, par exemple, travailler avec un écran mat, disposer l'écran perpendiculairement aux fenêtres, ajuster la hauteur du moniteur de manière à ce qu'elle soit à hauteur des yeux. Bon, on reviendra dessus, mais ça c'est valable, sauf pour les gens qui portent des verres progressifs. On en reparlera. Il faut aussi que le bord du clavier soit à 10-15 cm du bord du plan de travail. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Depuis août et décembre 2016, on a vu une loi et un décret qui sont venus s'ajouter, qui précisaient que l'employeur était responsable de la santé de ses employés et qu'il était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc en fait,
il n'y avait pas cette obligation de résultat, comme on l'appelle auparavant. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, maintenant, grâce à cette obligation de résultat, en cas d'accident ou de maladie, qui peuvent aller jusqu'au décès du salarié, c'est possible, la responsabilité civile et pénale de l'employeur pourra être engagée. Et ce n'était aucunement le cas avant 2016, il y a à peine 4 ans. Alors, ça concerne aussi des actions de prévention et d'information qui sont mises à la disposition. Et donc, l'idée est que l'entreprise est aussi tenue de vous informer sur ce qu'il est possible de faire pour obtenir ce résultat. Alors toutefois, c'est rien de semblable à ce qui existe dans le Code du travail des Pays-Bas. Je vous ai dit qu'on était un peu en retard. Et notamment, si on prend ce Code du travail des Pays-Bas, il est clairement mentionné qu'un ordinateur portable ne peut pas être utilisé plus de 2 heures par jour s'il n'est pas équipé d'un système de rehausse d'écran, ainsi que d'un clavier et d'une souris déportée. Et donc, aux Pays-Bas, si vous n'êtes pas équipé comme ceci, vous ne pouvez pas travailler. Alors, bien sûr, il n'y a rien non plus dans ce qui concerne spécifiquement le télétravail en dehors des accords internes de l'entreprise. D'ailleurs, si on va plus loin, il y a même une contradiction en ce qui concerne le télétravail, car si, comme on vient de le voir, l'employeur est tenu de mettre en place les moyens adaptés pour protéger la santé physique et mentale de ses employés, eh bien, depuis septembre 2017, il n'est plus tenu de rembourser les frais liés au télétravail, que ce soit en termes d'équipement informatique, mais aussi de support comme un abonnement Internet, sauf si ce fameux accord interne le prévoit. Dans ces conditions, si l'on en tient à ce cadre strict et si rien n'a été prévu avant le confinement, comment peut-on garantir à un employé que sa santé physique ne sera pas mise en jeu en télétravail? On a encore de sacrés progrès à réaliser d'un point de vue légal, en tout cas en ce qui concerne cette manière de prévenir ces troubles musculo-squelettiques. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, on va au moins essayer d'être au courant des solutions qui existent. C'est pas bien compliqué en fait, hein. Il y a juste quelques trucs à retenir pour être dans de bonnes conditions quand on travaille à la maison. Tout d'abord, il est essentiel de bien séparer votre vie professionnelle de votre vie privée. Quand vous êtes derrière votre écran, vous devez être convaincu que vous êtes là pour travailler. En fait, l'idée, c'est de ne pas penser je travaille à la maison, mais de penser je suis au travail. D'ailleurs, c'est surtout pas parce que vous êtes à la maison que vous ne travaillez pas, au contraire. Les statistiques d'après le premier confinement ont démontré qu'on travaille plus quand on est en télétravail que quand on est au bureau. Si on s'en réfère à une analyse que NordVPN a effectuée, donc NordVPN, c'est un prestataire de services et de réseaux privés virtuels, on va dire, hein. Donc, cette analyse, elle a été faite durant le premier confinement. En moyenne, en France, on a travaillé 2 heures de plus par jour que quand on est au bureau. Donc l'idée, en fait, elle est de se dire que, idéalement, il faut communiquer ces horaires de travail à vos proches. Quand vous êtes au travail, il ne leur viendrait pas à l'idée de vous appeler pour vous parler de la pluie, du beau temps ou d'une liste de courses ou ce genre de choses. Donc, même si vous êtes en télétravail, vous travaillez à la maison et donc ils ne doivent pas vous contacter, sauf si c'est vraiment urgent. Par contre aussi, ce qu'il est important, c'est que votre travail ne doit pas vous empêcher d'avoir une vie privée. Donc, faites comme si vous quittiez votre bureau, éteignez votre ordinateur, déconnectez-vous et faites autre chose. Dans la mesure du possible, appropriez-vous un espace de travail. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité d'être à la Maison Blanche, mais l'idée, c'est de se dire qu'avec les membres de votre famille, vous devez établir qu'à cet endroit, vous ne devez pas être dérangé. C'est vrai qu'il est tentant de travailler couché sur le lit ou bien vautrer dans un canapé, mais travailler dans des conditions correctes, ça vous permettra surtout de mieux vous concentrer et surtout, comme c'est le cas actuellement, quand le télétravail s'installe pour la durée. Je vous rappelle que selon Elisabeth Borne, le télétravail doit rester une obligation et une priorité, même encore actuellement. Donc assurez-vous que le lieu soit adapté pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Il vous faut donc une pièce avec une température qui soit contrôlée, qui soit suffisamment éclairée, une pièce aussi qui soit ventilée et où vous êtes capable de vous concentrer. C'est fondamental vraiment pour travailler dans de bonnes conditions. Avoir votre espace personnel simplifie les choses. Ça vous permet d'avoir vos documents, votre ordinateur, enfin tout ce dont vous avez besoin pour sous la main, au même endroit, sans avoir besoin de le chercher. Et donc ainsi, on évite les pertes de concentration. Il est tout aussi important que vous ayez l'équipement dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse d'un ordinateur qui soit rapide, d'un scanner, une imprimante, enfin bref, tout ce dont vous avez besoin pour travailler au quotidien.
Enfin, quelque chose d'important à ne pas perdre de vue aussi, c'est qu'avant de commencer, faites un petit peu de rangement, histoire de vraiment vous approprier la zone de travail, histoire que ce soit vraiment votre espace de travail qui vous convienne. Alors, quelques petits trucs à retenir aussi, c'est toujours séparer la vie professionnelle de la vie privée et on se rend compte que c'est pas le plus évident à faire, c'est pas le plus facile. D'abord, comme on peut le voir ici sur l'image, les distractions elles sont partout, tout le temps. Ensuite, il y a aussi le fait que vous devez éviter de vous laisser perturber par vos tâches d'ordre personnel. Ne pensez pas au l'âge qui vous attend ou bien que votre maman veut passer du temps avec vous parce que vous êtes à la maison. C'est vrai que tout ça est très tentant, mais ça ne va pas vous aider dans la concentration. Donc, éloignez les distractions. Coupez par exemple les notifications de votre téléphone portable. Et si on doit vous contacter, ben, essayez de vous arranger pour que ce soit une vie sur une ligne professionnelle. Autre chose, notamment par rapport à ces distractions, il y a un sondage qui avait été réalisé aux États-Unis en 2006, donc ça date, hein. Donc, mais qui est quand même assez pertinent. Donc, ce sondage a révélé qu'en moyenne, un employé classique, lambda, perd environ 2 heures par jour en raison des distractions. Et cette perte de 2 heures de travail par jour, en fait, ça coûterait 544 milliards de dollars par an aux entreprises aux États-Unis. Donc, il est probablement juste de supposer que ces chiffres n'ont cessé d'augmenter depuis lors, car on a de plus en plus de distractions qui sont introduites dans notre vie quotidienne, notamment du fait de la généralisation des smartphones, des tablettes, etc., des réseaux sociaux aussi notamment. Donc, si vous conservez aussi vos habitudes de travail, vous allez obtenir de bien meilleurs résultats. Tout comme ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller travailler en pyjama, habillez-vous avant de vous mettre à travailler. Prenez une douche, un petit déjeuner, faites exactement comme si vous alliez sortir de chez vous. En fait, cette routine, ça va vous permettre de déjà vous mettre en condition et dans l'ambiance du travail. Quand vous travaillez au bureau aussi, votre famille, vos voisins ou vos amis respectent le fait que vous travaillez et ils ne vous dérangent pas. Quand vous êtes en télétravail, ils s'attendent à ce que vous soyez disponible. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déterminer combien de temps vous consacrerez au travail quotidiennement. Vous devez vous poser des limites. Le fait de vous poser des limites, ça va en fait vous forcer un petit peu vos voisins, vos proches, votre entourage aussi de respecter votre temps de travail. Mais bien entendu, vous devez le respecter vous-même. Alors, comment on peut faire pour s'organiser? C'est tout simple. Quand on arrive au bureau, c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'organiser en calquant ces modèles un petit peu ce modèle de travail un petit peu sur l'ambiance, sur ce qui se passe, sur les tâches des voisins. Là, vous êtes seul et donc l'idée, c'est que vous devez vous organiser de manière à déterminer ce que vous allez faire sur une journée. Si vous ne faites pas cette to-do list, en fait, il va être tentant de ne rien faire ou bien de rater des choses ou des tâches, des missions à faire. Donc en fait, l'idée, c'est d'établir une hiérarchie des tâches qui sont les plus importantes à exécuter. Donc les petites tâches, en fait, c'est simplement se dire que ces petites tâches-là vont pouvoir attendre un peu. Donc il existe plusieurs méthodes pour établir un peu une hiérarchie dans ces tâches-là. Moi, je vais vous présenter la plus commune, qui est la méthode ABC. Donc la méthode ABC, en A, on va retrouver les tâches qui sont les plus importantes. Ce sont celles qui vraiment vont avoir des conséquences majeures si elles ne sont pas exécutées, conséquences majeures sur l'organisation de l'entreprise ou bien par exemple sur des rendus de devis à des clients. En gros, dites-vous bien que les tâches A, c'est la fin du monde si elles ne sont pas réalisées. Ensuite, on va avoir les tâches B. Ce sont déjà des tâches qui sont un petit peu moins importantes. Elles n'ont pas de conséquences majeures. Ce n'est pas une question de vie ou de mort comme les tâches A, mais malgré tout, c'est quand même important de pouvoir les réaliser dans la journée. Et donc, vous l'aurez compris, derrière, il ne reste que les tâches qui ce serait bien de faire en fait, hein. Ce seraient des tâches qui pourraient être intéressantes, mais qui n'ont pas d'impact sur la vie réelle de la société. Bref, ce sont les tâches qui peuvent attendre, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, tant qu'on est en train de parler de tâches, surtout ne perdez pas de vue que vous n'êtes pas multitâche. En fait, selon les conclusions d'une étude du MIT, les multitâches, le fait de vouloir faire plusieurs choses en même temps, augmente le risque d'erreur, ruine votre productivité et entrave votre pensée créative.
Concrètement, votre cerveau va dépenser plus d'énergie lorsqu'il doit passer d'une tâche à l'autre et qu'il doit sans arrêt faire marche arrière pour se rappeler des tâches précédentes. Dans ce genre de cas de figure, 45 minutes de concentration sur une tâche sont plus productives que 90 minutes de multitâche. Alors, c'est bien beau de parler des tâches. Maintenant, l'idée, on va voir un petit peu ensemble comment on va faire pour déterminer le temps qu'on consacre à ces tâches. On a souvent tendance, quand on est en télétravail, à ne pas marquer de pause. On reviendra sur ce fait après. En organisant ces tâches par rapport à une gestion de priorité, je vais dire, on va pouvoir organiser la journée et être plus rentable. Donc, il existe plusieurs méthodes. Moi, je vais vous en présenter 3. La première méthode, en fait, c'est la méthode notebook. C'est une méthode qui permet de déterminer à quel moment de la journée vous êtes le plus efficace. En fait, c'est à ce moment-là que vous entreprendrez les tâches nécessitant le maximum de concentration de votre part. On part du principe que vous vous connaissez mieux que les autres et donc si vous savez que vous êtes plus efficace le matin, entamez les tâches les plus ardues. Si c'est l'après-midi, eh bien entamez la tâche la plus ardue l'après-midi. L'autre méthode, en fait, la seconde, c'est la méthode time blocking. Elle consiste à vous bloquer des rendez-vous de tâches dans votre agenda et vous permettre de déterminer combien de temps vous consacrerez à un travail. De cette manière-là, ça vous permet de voir si le nombre de tâches que vous avez décidé de planifier sur une journée va correspondre à une réalité ou pas. Enfin, la troisième méthode, c'est la plus connue, c'est la méthode Pomodoro. Elle consiste à vous accorder 25 minutes à chaque tâche et ensuite à effectuer une pause de 5 minutes. Ensuite, après cette pause de 5 minutes, on va reprendre la même tâche ou même mieux, on alterne avec une autre tâche. Au bout de 4 cycles, donc 4 fois ces 25 minutes, la pause que vous allez marquer va devoir être plus importante, elle devrait être de 15 à 20 minutes. Les trucs à retenir, en fait, c'est simplement que des petits changements à nos habitudes de travail peuvent avoir un impact considérable sur notre bien-être, hein, que ce soit sur notre bien-être physique ou sur nos performances cognitives. Il faut bouger. En restant à la maison, vous avez tendance à rester assis sur votre chaise. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose. Tuer, ça vous tue. Rester assis, ça vous tue. Donc, il y a pas mal d'études scientifiques qui vont dans ce sens-là et les chiffres qui en ressortent sont assez implacables. En fait, rester 8 heures par jour augmente les chances, si on peut dire ça comme ça, de décès prématuré de 15%. Après 10 ans passés à travailler assis sur un bureau, ce sont 7 années d'espérance de vie que vous perdez. Les gens qui passent le plus de temps assis ont 90% plus de risque en plus de développer un diabète, de probabilité de mourir de maladies cardiovasculaires ou des risques de cancer qui sont 18% plus élevés. Globalement, rester assis, ça augmente vos chances de décéder de 24%. Alors, on peut s'en passer, il existe des choses à faire et ces alternatives, en fait, c'est simplement observer régulièrement des moments de mouvement, pardon. Alors, outre le fait de diminuer tout ce qui va être risque d'apparition de problèmes de santé, vous allez augmenter en bougeant votre productivité, vous resterez concentré et vous resterez énergique. Alors, cette concentration va vous permettre de commettre moins d'erreurs et d'améliorer la qualité de votre travail. On est donc plus efficace et on a accès plus d'énergie à la fin de la journée. On le connaît, hein, l'idée, c'est un principe qui est promu, mis en avant par la plupart des médecins. Marcher toutes les heures pendant 3 minutes, c'est bénéfique pour votre santé. L'exercice va permettre de réduire votre niveau de stress et comme on le sait, le stress est un des facteurs impactant les troubles musculo-squelettiques. Eh bien, réduire le niveau de stress va aussi réduire votre risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques. Alors, on parle aussi du lieu de travail. Pourquoi, quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes assis confortablement et comme on le voit ici sur cette photo, quand vous êtes à la maison, vous allez vous retrouver assis sur n'importe quoi, à la table de la cuisine, dans le canapé, etc. En fait, il faut savoir qu'en entreprise, et bien que vous soyez tous parfaitement équipés, en moyenne, selon une étude de la CPM, chaque année, 27% des travailleurs de bureau souffrent de troubles musculo-squelettiques sévères. Donc, c'est une personne sur 4. Hein. Dans ce groupe, la douleur est responsable pour 26% de perte de productivité et pour 11% d'absentéisme. En France,
En 2017 et en 2018, ça se reproduit aussi, on a les mêmes coûts. Le coût direct des troubles musculo-squelettiques pour la sécurité sociale s'est élevé à près de 2 millions d'euros. Donc 2 milliards d'euros, pardon. C'est un chiffre qui est colossal, c'est un chiffre qui est conséquent et qu'on pourrait largement diminuer si on avait cette culture qui nous permettait d'anticiper ces troubles musculo-squelettiques. Alors, comme on l'a vu au début de ce webinaire, en regardant autour de nous, quand on voyait les interviews à la télévision, même encore maintenant, les gens qui répondent en vidéoconférence, ou même encore quand on est en réunion avec des collègues, ou de plus en plus lorsqu'on fait des apéros virtuels avec les amis, eh bien, la plupart du temps, on voit plus souvent le dessous des mentons des interlocuteurs, et même pire parfois leurs narines, que leur visage. Le constat, il est simple en fait. En France, on n'est pas équipé pour travailler à domicile. On a besoin d'accessoires qui vont rendre nos PC portables et d'une manière plus générale nos postes de travail ergonomiques. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant, après avoir vu comment on pouvait s'organiser à la maison, on va voir de quoi nous avons besoin pour travailler dans une position qui va être ergonomique. Alors avant tout, on va avoir besoin d'un siège et surtout le régler correctement. Donc comment on fait pour le régler correctement? Eh bien tout d'abord, on a la hauteur. Les pieds sont positionnés à plat sur le sol, le genou fait un angle de 90 à 110 degrés environ, et éventuellement on peut utiliser un repose-pied si on ne sait pas régler la hauteur du bureau ou la hauteur de la table sur laquelle on travaille. En règle générale, la hauteur de la table de bureau, en fait, il faut que vous soyez positionné de manière à ce que vos coudes soient à hauteur du plateau de la table et que vous soyez détendu aussi. À titre d'information, la norme actuelle pour la hauteur des bureaux est que le plateau doit être situé sur une hauteur comprise entre 72 et 74 cm. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que votre table de cuisine, elle est un petit peu plus haute. Donc déjà, dès le départ, on se retrouve dans une position qui est défavorable par rapport à ce que vous connaissez en entreprise. Ensuite, la hauteur des accotoirs, eh bien, soit on les met au niveau de la table, soit juste un petit peu au-dessus du plateau de la table. Les accotoirs doivent aussi vous permettre de vous approcher suffisamment pour pouvoir travailler confortablement. Utilisez aussi le mouvement de bascule de votre dossier. Pour être efficace en termes de support, le dossier de votre fauteuil doit être réglé entre 90 et 120 degrés. On en parlait tout à l'heure, la hauteur de l'écran, le dessus de votre écran doit être positionné légèrement en dessous de la hauteur de vos yeux. Donc, idéalement, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un support pour un moniteur ou bien un support pour un écran. Alors, je disais qu'on reviendrait dessus tout à l'heure. En fait, si vous êtes porteur de verre progressif, votre écran devrait être un tout petit peu plus bas, de manière à éviter de générer des tensions au niveau du cou. Alors, la distance à laquelle vous allez vous trouver par rapport à votre écran est aussi importante. En général, on considère qu'une longueur de bras, est correcte, hein. C'est-à-dire qu'on va utiliser, en moyenne, ça va être entre 50 et 70 cm pour savoir à quelle distance on se positionne par rapport à l'écran. L'inconvénient qu'on a avec nos PC portables, eh bien, c'est que comme ce sont des systèmes d'un seul tenant entre le clavier et l'écran, si vous travaillez avec un support, un PC portable, non équipé d'accessoires, vous ne serez pas bien placé, soit pour taper ou soit pour regarder votre écran. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser un support de PC portable, un clavier et une souris qui vont être externes. Donc, pour rappel, n'utilisez pas votre PC portable plus de 2 heures par jour. C'est à ce moment-là, dans ce cadre d'utilisation, si vous n'avez pas d'accessoirisation, qu'on va remarquer qu'il existe un risque d'apparition, d'augmentation en tout cas, des troubles musculo-squelettiques. Alors, pourquoi est-ce important de rehausser l'écran? On va le voir tout de suite. Une chaise appropriée, en fait, elle peut vous aider à garder une bonne position assise. Mais quand on travaille sur un ordinateur portable, il faut tenir compte du fait que notre position change. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'un seul tenant et donc soit on va devoir se pencher ou on va devoir avoir les bras qui seront détendus. Donc, on arrive souvent à se retrouver dans ce genre de position, c'est-à-dire qu'on quitte le dossier de son siège et on va perdre tout le bénéfice que va pouvoir apporter son siège.
Petite info en passant, le poids de notre tête, en moyenne, fait aux alentours des 5 kg. Et ce poids, il presse tout droit sur la colonne vertébrale. C'est notre position naturelle. Donc, en fait, notre corps est prévu pour adopter cette position naturelle. Par contre, quand vous vous retrouvez dans une position telle que ceci, on perd cette position naturelle. Donc, comment faire pour éviter les tensions au niveau du cou? Eh bien, tout simplement, en remontant l'écran, on va retrouver une position qui est plus correcte. On parlait de cette position naturelle. Sachez que quand vous travaillez sur un PC portable comme ceci, en fait, votre tête va forcément être déportée vers l'avant et la pression qui est exercée sur votre cou, sur les muscles du cou, sur les vertèbres est multipliée par 3. En fin de journée, quand on a tendance à être complètement fatigué et à se laisser un petit peu aller, on a la tête qui est encore plus avancée et la pression exercée sur le cou et les vertèbres est multipliée par 4 par rapport à une position qui serait classique et conforme. Utilisez donc un support pour ordinateur portable ou un écran supplémentaire, ça fonctionne bien aussi, et un clavier externe. Comme on va le voir par la suite, tout ça va complètement réduire toutes les tensions qui vont être exercées sur le cou et va vous permettre de travailler en position correcte. On parle aussi de travailler aligné. Je ne sais pas si vous savez, mais en moyenne, vous tournez 5000 fois la tête par jour quand vous travaillez avec un document qui est posé à côté de vous. Si on imagine que vous travaillez avec un document posé à côté de vous et un PC portable, imaginez les tensions qui vont s'exercer au niveau de votre cou. Donc l'idée, c'est de vous arranger pour que le document que vous utilisez, ça peut être un carnet de notes, un smartphone ou n'importe quoi d'autre, une tablette en fait, puisse être devant vous. Et devant vous, pas n'importe où, simplement entre votre écran et entre votre clavier. L'idée étant de le mettre sur un plan qui va être légèrement incliné, qui va vous faciliter la lecture aussi et qui va éviter que vous ne deviez tourner le cou. En utilisant un porte-document, on va éviter tous les mouvements inutiles, on va réduire les tensions exercées sur le cou et sur les épaules, et donc on va bien entendu limiter le risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques, mais on va aussi et surtout limiter la fatigue en fin de journée. Comme on l'a vu, évitez de tendre les bras sur le côté pour saisir votre souris, tout simplement en utilisant un clavier compact. Quand vous utilisez un clavier classique, un clavier standard, donc c'est le clavier que vous avez peut-être sous les yeux là maintenant, votre clavier fait entre 52 et 55 cm. Le fait d'utiliser un clavier compact, en fait, ça va vous permettre de rapprocher votre souris. Alors, pourquoi un clavier compact? Eh bien, c'est tout simplement qu'on a réduit, on va le voir après, certaines fonctionnalités qui vont vous permettre de travailler aligné. Ça, c'est votre clavier classique. Ça, c'est un clavier compact. Comme vous le voyez, on va retrouver toutes les fonctions sur le clavier, mais comme le clavier va être plus court, on va avoir la souris qui va être directement à côté de l'utilisateur. Donc, une fois aligné avec l'épaule, on n'écarte plus le coude pour attraper la souris et on réduit mécaniquement la tension exercée sur l'épaule et sur le coude. Alors, en termes de souris, on ne va pas travailler non plus avec quelle souris. On va surtout travailler, si possible, avec une souris verticale. Donc, cette souris verticale, en fait, elle va permettre d'adopter une position de travail qui va être naturelle. Mettez-vous debout, faites l'expérience, laissez le bras ballant le long du corps et vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une position de main, avec le pouce vers l'intérieur du corps. Donc, c'est une position qu'on qualifie, c'est une position qui est dite en poignée de main. Alors, cette position, en fait, elle va éviter de croiser les deux os de l'avant-bras qui sont le cubitus et le radius. Alors, en schématisant un petit peu, on va simplifier un petit peu. Vos os, ils sont reliés aux extrémités du coude et du poignet. Ils sont reliés là. Et donc, quand vous utilisez une souris horizontale, une souris classique, comme celle-ci, vous allez nécessairement impliquer une torsion du poignet qui va générer un écrasement des tissus au niveau du coude. Donc ici, vraiment, entre les deux, un écrasement des tissus. Et cet écrasement des tissus va générer une tension qui va être une des causes principales de l'apparition de tendinite du coude. Donc la souris verticale, en fait, elle va permettre de supprimer les pressions qui sont exercées sur le poignet et qui vont être une des causes notamment principales de l'apparition de problèmes de canal carpien. Comme on le voit ici,
prendre une souris, saisir une souris horizontale, en fait, va impliquer qu'on ait une torsion ici au niveau du poignet. Et c'est aussi un des éléments d'apparition du canal, de troubles du canal carpien. Alors, saviez-vous qu'en moyenne, on est toujours sur la souris, vous déplacez votre souris par heure d'une distance de 58 mètres. Si vous avez cette photo du stade d'athlétisme, c'est pas pour rien. 58 mètres par heure, on fait plus d'un tour de stade d'athlétisme par jour. Donc, idéalement, ce qu'on va faire, quand on va utiliser cette souris verticale, on va l'utiliser avec un tapis de souris. Alors, pourquoi le tapis de souris? Tout simplement, c'est parce qu'un tapis de souris, pour qu'il soit efficace, ne doit pas avoir de motif perturbateur. Pourquoi? Parce que le capteur de votre souris sera plus précis, votre pointeur avancera en évitant des mouvements inutiles, quelle que soit la texture ou le motif de la table. Fini aussi les sensations de froid liées au contact de la main, donc la main qui tient la souris, sur le plateau de votre bureau. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en moyenne, votre bureau il est à une température ambiante, on va dire 20-22 degrés, et votre corps il est à 36,5. Et quand vous posez le poignet sur le bureau, ce qui va se passer, en fait, c'est que on va ressentir cette différence de température. Cette différence de température va créer une contraction, et cette contraction, en fait, va être un des éléments aussi qui risque de générer des troubles musculo-squelettiques, notamment notre fameux canal carpien. La forme en œuf de ce tapis de souris aussi va vous permettre mécaniquement, va surtout permettre à votre cerveau d'associer le déplacement de la souris à cette forme. Et donc, en fin de journée, on va éviter d'avoir une souris qui va se déplacer, qui va de nouveau se repositionner bien loin de l'utilisateur. On est aussi en période de Covid. Le tapis de souris que je vous présente ici est antibactérien, ce qui n'est pas anodin. Alors, attention, quand vous utilisez une souris verticale comme celle-ci, surtout n'utilisez pas un tapis de souris avec un repose-poignet en gel incorporé. Donc ici, voilà, on revient un petit peu sur notre image précédente. C'est un des exemples de comment devraient être équipés tous les télétravailleurs. Toujours dans notre idée d'équipement, d'adopter des positions qui vont être correctes, on va utiliser, si possible, un fauteuil utilisé d'un mécanisme synchrone. Donc, outre le mécanisme synchrone, c'est un siège dont l'assise et le dossier vont travailler ensemble. C'est le même que normalement vous devez avoir en entreprise. Outre le support permanent et le confort que ces sièges vont vous procurer, un mécanisme synchrone va vous accompagner dans tous vos mouvements, va contribuer à faire circuler le sang dans votre corps et oxygéner votre cerveau. On est dans une idée de mouvement, donc alterner aussi, si possible, entre les positions assises et la position debout. Utilisez, si c'est possible, un bureau assis debout. Si ce n'est pas possible, faites régulièrement des mouvements qui vous permettront de dénouer vos muscles et ils vont diminuer la sensation de fatigue et douleur que vous ressentez en fin de journée. Il existe des petits trucs aussi, et ça, ces petits trucs, ils sont valables aussi, même quand vous êtes en entreprise. Quittez régulièrement votre lieu de travail, faites une petite promenade de 5 à 10 minutes. Essayez au moins de bouger 3 minutes toutes les heures. D'autres choses qui peuvent être mises en place, c'est par exemple sélectionner votre lieu de travail en fonction des activités. Changer d'étage pour une réunion, par exemple. Centraliser les imprimantes. Levez-vous pour téléphoner. Allez chercher un café, prenez l'air. Il faut aussi vous accorder des pauses. Des arrêts réguliers, ça va augmenter votre énergie, votre concentration et vos performances. On va d'ailleurs le voir maintenant, en fait, il y a pas mal d'études qui ont mis en avant qu'il y avait 3 types de pauses qui pouvaient être bénéfiques pour vous. Tout d'abord, des pauses courtes. Ce sont des pauses de 10 secondes, un peu comme un arrêt au stand pour les Formule 1. Ces pauses vont être bénéfiques parce qu'en fait, ça va vous permettre de déconnecter votre regard de votre PC. Vous allez redynamiser le muscle oculaire, vous allez aussi réhydrater votre œil. Mais pas que. On a pu mesurer qu'à l'issue de ces courtes pauses d'une dizaine de secondes, vous pouviez regagner 11,3% de vitesse de frappe et que vous commettiez 2,4% de fautes de frappe en moins. Donc, c'est bien la preuve que déjà une simple petite pause peut avoir quand même un impact assez conséquent sur votre productivité, surtout quand on cumule ces différentes pauses. La deuxième pause qu'on va vous
proposer de faire, en tout cas qui est bonne pour la santé, c'est une pause moyenne d'une durée approximative de 3 minutes. Donc cette pause vous permet de vous changer les idées après 40 à 50 minutes de travail intense. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes, allez chercher un café, passer un appel téléphonique, mais bougez, levez-vous. Pourquoi vous bougez? Pourquoi vous levez? C'est tout simplement parce qu'en bougeant, vous allez faire circuler le sang dans votre corps. Or, comme vous le savez, le sang irrigue le cerveau, le sang transporte l'oxygène, et c'est votre cerveau qui est le plus gros consommateur d'oxygène. En bougeant, vous allez nourrir votre cerveau, vous allez le doper, et ça va rebooster votre créativité. La dernière pause, c'est une pause qui est plus longue, c'est ce qu'on appelle une pause de temps mort, au bout de 2 heures de travail consécutif. En fait, votre cerveau, imaginez-le comme un sportif. Un marathonien, au bout de 2 heures, il a tout donné. Eh bien, votre cerveau, imaginez-le comme un marathonien. Au bout de 2 heures, il a trop donné. Il est temps de faire vraiment une vraie pause pour le régénérer, pour lui redonner l'énergie qui lui repermettra de travailler. Alors, il y a des chances que vous me demandiez, mais comment faire pour concilier le travail, les mouvements, les pauses et l'apprentissage? Alors, je vous le disais au départ de ce webinaire, on a chez Baker Cuson, on est développeur de solutions matérielles, mais aussi d'une solution qui est un logiciel qui s'appelle Work and Move. Work and Move, c'est un des logiciels qu'on a développé qui a 2 fonctions principales. D'abord, il va organiser vos pauses tout au long de la journée, en tenant compte de vos envies, de vos besoins, mais il va aussi cadencer votre période de travail assis et votre période de travail debout. Il va en fait vous inciter à bouger, toujours en tenant compte de vos aspirations. Donc on peut dire que Work and Move, c'est un coach personnel qui va assurer une alternance suffisante entre le travail concentré sur l'écran, le mouvement physique et le mouvement mental. Il va vous fournir un feedback sur votre comportement aussi sur l'ordinateur. En fonction de vos besoins personnels, il va vous conseiller un rythme de travail optimal et il va surtout vous aider à maintenir ce rythme. Donc en fait, Work and Move va vous accompagner en schématisant dans 3 domaines. D'abord, le domaine du mouvement, ensuite le domaine de l'activité et enfin le domaine de compétences. Et quand je vous parlais de feedback, on le voit à l'écran, Work and Move est capable de vous donner une approximation, de vous donner des éléments concrets, factuels, je veux dire, sur la manière dont vous travaillez et surtout sur la manière dont vous allez améliorer ces compétences. Donc, il fonctionne vraiment de manière optimale lorsque vous le connectez à un bureau électrique. Donc, le bureau électrique, on le sait, c'est le bureau assis debout. Nous, il existe un connecteur qui va permettre au logiciel Work and Move de de communiquer avec votre bureau. On a fait tester Work and Move par l'Université du Texas et on a pu démontrer que l'utilisation de Work and Move augmentait l'utilisation d'un bureau assis debout de plus de 200% par rapport à l'utilisation d'un poste réglable en hauteur sans logiciel. Alors, on va plus loin. Même quand les utilisateurs utilisaient le logiciel sans poste assis debout, ce qui est le cas quand même de beaucoup de personnes, ils faisaient 40% de mouvements en plus, mouvements bénéfiques, que s'ils n'avaient pas le logiciel. Donc, il y a un effet positif à utiliser Work and Move pour toutes les installations dans tous les lieux de travail. Alors concrètement, Work and Move, c'est une licence qui est renouvelable tous les 3 ans et qui coûte moins cher qu'un café par semaine. On est à 36 € par année. Le Covid-19 a changé le monde et nous avec lui en fait. Donc qui allait penser que notre destin serait de rester à la maison? C'est une nouvelle réalité avec laquelle nous devons vivre. On doit rester à la maison, mais pas spécifiquement les bras croisés. Le changement, la flexibilité, l'adaptation sont quelques-uns de ces privilèges que vont nous offrir cette nouvelle étape. Adaptation, flexibilité, ce sont les mots d'ordre de tous ceux qui se dédient à réinventer notre nouvelle manière de travailler et générer de l'espace bien au-delà de notre espace de travail. Le coronavirus a vraiment définitivement changé notre manière de percevoir notre univers de travail, qu'on le veuille ou non. Selon une étude de l'OMS, en fait, c'est pour une dernière info, en supposant que tous les êtres humains puissent être vaccinés, il faudrait un peu plus de 4 ans
pour que le coronavirus, la Covid-19, disparaisse complètement. Donc, la plupart des grandes entreprises mondiales ont déjà compris qu'en plus d'être une méthode de lutte efficace contre le coronavirus, le télétravail, si longtemps repoussé, si longtemps considéré comme diabolique chez nous, était quand même un moyen efficace de gagner en productivité, mais il ne faut pas perdre non plus de vue le facteur humain. Il existe des solutions pour concilier télétravail, productivité, bien-être, et ces solutions, maintenant, vous les connaissez. Donc, on a mis aussi, pour vous aider, en place, chez Bacquer Cousin, une action commerciale qui va vous permettre de promouvoir le télétravail auprès de vos salariés, auprès de vos collègues, ou bien même tout simplement pour que vous puissiez en bénéficier vous-même. Donc, je vous invite à vous retourner auprès de Axis Skipline, mais pour vous présenter très concrètement le télétravail, nous avons créé 3 kits qui vont être différents niveaux de produits où on va systématiquement vous proposer une souris, un clavier compact et un support de PC portable. L'idée étant de vous permettre de travailler dans des bonnes conditions à des conditions tarifaires qui sont quand même assez intéressantes. Et durant cette période du 16 mars au 4 avril 2021, nous, on vous offrira en plus un tapis de souris qui vous permettra de travailler dans des bonnes conditions. Autre chose aussi, nous avons édité une brochure qui va vous donner toutes les informations sur le télétravail. Alors, je vous invite à vous tourner vers Axis Skipline de manière à leur demander la brochure et ils vous la feront parvenir sans hésitation. Je vois qu'on arrive à peu près à la fin de la séance, il est 11h46. Comme prévu, avez-vous des questions à me poser? Amaury, a-t-il eu des questions? Pas du tout dans l'immédiat, on n'a pas de questions dans les messages. Maintenant, on peut se demander déjà par rapport au logiciel Work and Move s'il est compatible avec toutes sortes de PC. Donc la réponse est qu'aujourd'hui, il a été développé dans un premier temps par sur Windows, mais que c'est en cours de développement pour les solutions donc Mac d'Apple. Ensuite, nous voici. Je crois que tu as parlé du tarif de ce logiciel à l'année. Pour la précision, c'est un abonnement de 3 ans. Je ne sais plus si tu l'as évoqué. Oui, c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, exactement. Et donc voilà dans l'ensemble. Après, quelles questions on pourrait répondre des plus courantes? La plupart, oui. Oui, vas-y. Pour information, hein, c'est vrai que j'ai présenté la brochure que nous avions éditée. Pour information, la plupart des éléments qu'on a pu traiter au cours de ce webinaire ont été intégrés dans cette brochure. Donc, ne pas hésiter. Pour un rappel, à demander cette brochure, elle fait 14 pages, elle va traiter du contexte qu'on a pu vivre pendant un an, en tout cas d'éléments qu'on a pu recueillir pendant un an, du cadre légal du télétravail, mais aussi des solutions, que ce soit les solutions matérielles, que ce soit des solutions d'organisation ou encore des solutions par rapport au mouvement physique. Donc toutes les informations sont là, on peut vous communiquer ces informations sans aucun problème. Voilà. Donc moi je propose encore qu'on laisse peut-être 2-3 minutes pour les éventuelles questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention, d'avoir été présent à ce webinaire et vous retrouverez, pour rappel, simplement nos coordonnées, que ce soit les coordonnées Skipline qui étaient notre hôte de ce jour et qu'on remercie, ainsi que les coordonnées éventuellement de Bacquer. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'adresse de notre site sur lequel vous allez retrouver tous les produits présentés aujourd'hui.
Hop, je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. La question est: y a-t-il des subventions possibles si la médecine du travail préconise des périphériques adaptés? Subvention possible, oui, en cas de reconnaissance d'un handicap. Donc là, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les AGFIP qui vont subventionner. Et pour une personne dont un handicap est reconnu, il y a une subvention à hauteur de 1 000 € dans le cadre d'une adaptation de poste en télétravail. Maintenant, il faut savoir aussi que la CPM met en place diverses actions. L'idée étant de favoriser un petit peu tout ce qui est prévention aussi. Et dans ce cadre-là, il existe une action qui, après introduction d'un dossier, ça se fait en 2 temps. D'abord, on introduit un dossier pour demander une prise en charge de la visite d'un ergonome qui va venir chez vous, qui va faire des préconisations, qui va remettre un rapport avec des prescriptions par rapport à des solutions. Ensuite, la deuxième partie est de réintroduire un dossier pour demander la prise en charge de ces prescriptions. L'idée étant de se dire, et c'est l'idée un petit peu de la CPM, c'est de se dire que il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, dans ce cadre-là, à partir du moment où vous respectez les prescriptions de l'ergonome, vous pouvez bénéficier d'une subvention de maximum 20 000 € à hauteur de 50% de l'investissement qui aura été réalisé pour rendre le ou les postes de travail ergonomiques. Donc ça vous permet de pouvoir créer un environnement de travail qui va être positif, qui va permettre de réduire tout ce qui est risque de troubles musculo-squelettiques, mais qui va aussi être nettement plus productif et nettement plus agréable, en tout cas, pour vos employés ou pour vos utilisateurs. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. A priori, non.